kiosque d'Europe 1, Thomas Soto. Le kiosque de 7h15 avec, comme chaque matin autour de la table, Alex Taylor pour parler d'Europe. Good morning, Alex. Buongiorno a tutti. On ira donc en Italie. Axel de Tarlet qui nous parle éco, Alexandre Cara qui nous révèle chaque matin l'info politique du jour et Anne Le Gall qui innove. Bonjour et bienvenue à tous. Bonjour Thomas. Oh bah il y a juste Anne qui me répond ce matin. Quand même, je commence avec vous, Axel de Tarlet. La Banque de France va avoir un nouveau gouverneur et alors, il n'est pas encore nommé, c'est pas encore officiel, mais il y a déjà une polémique sur un éventuel conflit d'intérêts. Expliquez-nous. Voilà, alors c'est François Villeroy de Gallo. Et ben, le problème, c'est qu'il vient du privé et qu'il va devoir défendre l'intérêt général. Donc en l'occurrence, il vient de BNP Paribas. Et que va devoir-t-il faire à la Banque de France ? Contrôler les banques, contrôler qu'elles respectent. Y compris BNP Paribas. Y compris BNP Paribas, son ancien employeur, où il a passé 12 ans. Donc vous comprenez, il y a quand même un malaise. On se demande si, inconsciemment ou non d'ailleurs, il ne va pas avoir un regard bienveillant vis-à-vis de son ancien employeur. Bon, voilà. Donc voilà, c'est clair, il y a conflit d'intérêts, fermez le banc, non ? Alors non, techniquement non, parce que opportunément, il a démissionné il y a 6 mois. Le gouvernement Manuel Valls lui a demandé de faire un rapport sur l'investissement des entreprises. Donc techniquement, on a appelé ça un sas de décompression. Techniquement, il peut aller dans le public puisqu'il ne sort pas directement de BNP Paribas. Bon, alors pourquoi être allé chercher un banquier de BNP Paribas pour diriger la Banque de France ? On cherche les ennuis là. Voilà, alors en fait, avant d'être dans le privé, c'était un haut fonctionnaire. Il a été directeur de cabinet de Dominique Strauss-Kahn, il a été au Trésor, il a été conseiller européen de Pierre Bergvoy. D'ailleurs, c'est une autre critique qu'on pourrait faire, c'est que c'est un proche du pouvoir, enfin un proche de la gauche. Politiquement, il est marqué à gauche. Voilà. Bon. C'est un classique quand même, parce que son prédécesseur, Christian Noyer, lui aussi a été directeur de cabinet. C'est vrai que tous les hauts fonctionnaires de Jean Arthuis, et ça a été le même cas pour son prédécesseur encore, qui lui était directeur de cabinet d'Édouard Balladur. C'est donc un poste politique. Monsieur Trichet, c'est vrai que tous les hauts fonctionnaires sont toujours à un moment ou à un autre proches d'un pouvoir. Néanmoins, on va relativiser. Être passé par le privé, c'est pas une tare absolue. Je vous rappelle que Mario Draghi, le président de la Banque Centrale Européenne, qui défend l'intérêt, pas général, l'intérêt de 300 millions d'Européens de la zone euro, il a été banquier de Goldman Sachs, juste avant. Et je vous rappelle qu'Emmanuel Macron aussi. Et à la limite, on peut presque dire que être passé par le privé, c'est un avantage parce qu'on connaît, les roueries du monde privé et ceux dont ils sont capables. Les roueries. Donc, il y a déjà un très bon point. Je ne sais pas, Axel de Tarlet, si vous lisez comme moi tous les jours le journal allemand, le Frankfurter Allgemeine Zeitung, mais ils en disent beaucoup de bien ce matin, que ce soit un Deutschland, qui est un connaisseur de l'Allemagne, qui a été promu de la sorte. Et il y a un autre intérêt, c'est que du coup, à Francfort, à la Banque Centrale Européenne, on garde Benoît Cœuré, qui est un Français, qui était en poste aussi pour c'est de l'économie, mais c'est aussi de la géopolitique et de la politique tout court. En tout cas, François Villeroy de Gallo doit succéder à Christian Noyer en principe le 31 octobre. Mais d'ici là, il faudra qu'il soit entendu aussi par les deux commissions. Le Sénat et l'Assemblée nationale qui ne devraient pas s'opposer. Ça ne devrait pas poser de problème. Non. Alexandre Cara, depuis la conférence de presse de François Hollande, lundi, avant-hier, on parle beaucoup des 2 milliards de baisse d'impôts et de leur hypothétique financement. Eh bien, vous, ce matin, vous nous dites, ça y est, c'est financé, on a trouvé l'argent. Mais je vous dis surtout, Thomas, c'est un faux suspense. Effectivement, l'intégralité de ces baisses d'impôts est déjà budgétée et surtout, Bercy sait déjà d'où vont provenir l'intégralité des recettes permettant cette baisse. Vous voulez dire qu'en 2 jours, Bercy a trouvé 2 milliards alors qu'hier encore, Michel Sapin sentait qu'il n'était pas très à l'aise. Évidemment, vous en doutez. En réalité, François Hollande et Michel Sapin avaient évoqué ces baisses d'impôts dès cet été. Donc, si vous voulez, Bercy a eu largement le temps de chercher où trouver les économies pour financer tout ça. Chercher, c'est bien, mais alors où ils ont trouvé cet argent ? Où on va trouver ces 2 milliards ? D'abord sur les économies sur les taux d'intérêt. Il faut savoir que le budget français sur les taux d'intérêt est prévu à 2,25%. Et par exemple, hier, la France a fait un emprunt sur 10 ans. Le taux d'intérêt était de 1,12. Donc vous faites le différentiel. Et tout ça, ça rapporte 1 milliard sur l'année. C'est pas rien. Reste un autre milliard à trouver. On ne la fait pas, Axel de Tarlet. Absolument, on vous la fait pas. Alors, il va y avoir d'abord une partie de cet argent qui va provenir de la moindre contribution française à l'Europe. Effectivement, notre contribution baisse a priori l'an prochain, donc c'est 400 millions d'économies. Et puis qu'est-ce qu'il va vous dire, Axel ? Il en manque 600. Voilà. Et justement, ça va vous faire plaisir. D'où viennent ces 600 millions d'euros ? Eh bien, de l'évasion fiscale. Les rentrées des contribuables qui ne s'évadent plus. Oui, exactement. La régularisation de ces évadés fiscaux va rapporter cette année 600 millions
d'euros de plus que prévu. Et donc, vous le voyez maintenant, 1 milliard, plus 400 millions, plus 600 millions, ça fait 2 milliards. Enfin, si je peux me permettre, c'est pas non plus un exploit, hein. La France dépense chaque année 1000 milliards d'euros et là-dessus, on arrive à économiser 2 milliards et on dit bravo. Alors, Axel de Tarlès, ce n'était pas mon papier. Et je ne dis pas que c'est un exploit, je dis que c'est financé. Voilà, au moins, il nous révèle ce matin, Alexandre Cara, où est-ce qu'on trouve ces 2 milliards. Le compte est bon. Allez, on va parler d'amour avec vous, Alex Taylor. On va en Italie. Le mariage change en Italie. Ça commence par des déclarations. Il parle encore. C'est le pape François. Il parle encore, oui, effectivement. C'est une sorte de speedy boarding, si vous voulez, pour le divorce. Alors, en moyenne, c'est 18 mois pour le moment, un divorce en Italie. Il faut 1 an et demi pour divorcer. Voilà, c'est ça. Donc, c'est la plus grande réforme du Vatican depuis 300 ans. Le pape a annoncé donc hier la simplification de la procédure de reconnaissance de la nullité d'un mariage pour plusieurs motifs. Manque de foi des participants, par exemple, c'est une très bonne raison. Manque de cohabitation, c'en est une très bonne aussi. Ou la présence d'affaires extra-conjugales. Et c'est surtout l'Église qui va accueillir désormais mieux les divorcés, parce qu'il n'y a pas eu sacrement. Le divorce low cost aussi, parce que les appels seront gratuits. Il faut laisser l'équivalent d'un pourboire pour les officiants. Non, ça, c'est une révolution quand même dans l'Église catholique, hein, la nullité des mariages catholiques. Alors, c'est pas tout, parce qu'il y a aussi toujours en Italie du nouveau sur le mariage gay cette fois. Oui, ça c'était moins remarqué dans la presse, mais hier, le Parlement européen a enjoint vivement 9 pays, principalement à l'Est, mais dont l'Italie, à accepter le mariage gay. Il y a déjà pas mal de maires de villes italiennes qui enregistrent des mariages gays qui ont été célébrés à l'étranger en guise de protestation, parce que ça n'existe pas. Il faut savoir que le chef du gouvernement italien, Matteo Renzi, est pour, mais en ce moment, les discussions s'embourbent au Senato. Il y a 1300 amendements en ce moment. Vous prenez les mêmes arguments qu'il y avait il y a 2 ans en France, vous les mettez dans Google Translate, vous appuyez sur Italiano, vous avez la même chose qui ressort. Ils ont exactement le même débat que nous. Évidemment, partout. Il faut savoir qu'hier, la ministre des Réformes italiennes a perdu patience, dénonçant, vous voulez encore un mot italien, l'ostruzionisme des anti-mariages gays. Ce la possiamo fare. On va y arriver, dit-elle. Elle promet la loi pour le 15 octobre. Alors moi je prends mon Alex Taylor trad. Ostruzionismo, c'est obstructionnisme. Obstruction. Les gens qui font ça bloque, l'obstruction, ça bloque en quelque sorte. Merci Alex Taylor. Tout de suite. Qu'est-ce qu'il dit lui? Allez, on innove tout de suite avec Anne Le Gall. Anne, on parle ce matin de la ville de Toulouse qui s'apprête à tester un nouveau réseau électrique, un réseau électrique intelligent, et c'est une expérience unique au monde. Oui, à partir de maintenant et jusqu'à l'été prochain, 1000 foyers toulousains vont tester le réseau SoGrid. Donc So, c'est pour Sud-Ouest. Grid, c'est le mot à la mode pour dire réseau électrique intelligent. Et ça veut dire... Si je peux me mettre, voilà. Absolument. Et ça veut dire que dans ces 1000 foyers-là, tous les appareils électriques seront interconnectés de façon à ce que, en cas de panne sur le réseau, ERDF soit automatiquement prévenu sans que personne n'ait à passer de coup de fil. Et puis surtout, de façon à ce que lors des pics de consommation, les appareils électriques non prioritaires soient capables de se mettre en veille tout seuls automatiquement. Ce sera par exemple la charge d'une voiture électrique qui se décalera toute seule de quelques heures, ou le chauffage ou la machine à laver qui déclencheront le démarrage un peu plus tard dans la limite d'une plage horaire qu'on leur aura fixée auparavant. Donc en gros, les appareils repéreront tout seuls les heures creuses en temps réel pour démarrer quand il n'y a pas de surchauffe sur le réseau. Donc l'intérêt pour le consommateur, pour nous tous, c'est quoi? C'est les économies? Exactement. Du coup, on consommera quand l'électricité est meilleur marché. Et puis surtout, ça permet aussi de préfigurer le système électrique du futur. Parce que je ne sais pas si vous imaginez, mais en 2030, ça risque d'être un vrai casse-tête pour répartir l'électricité de façon optimale sur le réseau. En 2030, donc on aura plus d'appareils électriques. Il va falloir gérer le parc des voitures électriques, 2 à 3 millions attendus, là, rien que dans les 10 ans à venir. Et puis, il y aura aussi des dizaines de milliers de particuliers qui produiront de l'électricité avec de l'éolien, avec du solaire, et ils devront injecter cette électricité dans le réseau. Donc il va falloir coordonner tout ça. C'est un défi informatique, mathématique, électronique colossal. Il va falloir donc ces réseaux intelligents. La France est en pointe. À Toulouse, ERDF s'est entouré d'une dizaine d'industriels pour mettre au point ce réseau du futur, et le projet coûte 27 millions d'euros. Oui, parce que le problème de l'électricité, c'est qu'en permanence, la consommation doit être égale à la production. Sinon, ça disjoncte. Voilà. C'est pas la stocker. Sinon, c'est le blackout. Des économies d'énergie à terme aussi, et ça, c'est intéressant. Voilà, c'est une répartition optimale. Vous avez remarqué, c'est toujours intéressant l'innovation avec Anne Le Gall. Merci les amis, on se retrouve demain à 7h15 pour le kiosque d'Europe 1.